Mesdames, Messieurs, je vais vous parler d'un enfant, Moussa. Moussa est un jeune Peul, une ethnie de pasteurs de la région sahélo-saharienne. C'est un garçon intelligent, d'aucuns diraient même brillant. Il est élève en classe de CM2 dans l'école de garçons du village malien dans lequel il vit. Ce matin, assis à l'ombre du grand baobab qui trône au milieu de la Saré, la concession familiale, il pleure, de toutes ses forces. Mais contrairement à beaucoup d'enfants, ce n'est pas parce qu'il doit aller à l'école qu'il est si triste. Non, c'est parce qu'il vient d'apprendre de la voix de son maître, M. Mvombo, qu'il ne pourra se présenter ni à l'examen du certificat d'études primaires, ni au concours d'entrée en 6e. M. Mvombo, qui est si fier de son jeune élève, a lui aussi les larmes aux yeux et des sanglots dans la voix. Mais pourquoi Moussa ne pourra-t-il pas se présenter aux examens? Parce qu'aux yeux de la loi, il n'existe pas. À sa naissance, Moussa n'a pas été déclaré. Pas de déclaration de naissance, pas d'acte de naissance, pas d'identité. Bien sûr, Moussa sait qu'il existe et qui il est. Bien sûr, M. Mvombo sait qui est Moussa. Mais aux yeux de la loi, aux yeux de l'État, Moussa n'existe pas. Or, c'est l'État qui organise les examens et délivre les diplômes. Alors, pas d'identité, pas d'examen, pas de diplôme. Et qu'importe que Moussa soit le premier de sa classe dans toutes les matières. Alors Moussa en veut à la terre entière. À Dieu d'abord, qu'il trouve injuste de n'avoir pas prévenu son père. À son père qu'il aime tant, mais qui par ignorance a hypothéqué son avenir. À son maître d'école, pourtant si fier et si bienveillant, qui a attendu le dernier moment pour constater qu'il n'avait pas d'acte de naissance. Mais qu'importe. Sans visibilité légale, Moussa n'est rien. Ou si plutôt, il est un enfant seul, qui pleure parce que ses espoirs viennent de se briser sur le mur de l'invisibilité légale. Malheureusement, le cas de Moussa n'est pas isolé. À son image, ils sont des millions d'enfants dans le monde, près de 230 millions à être privés d'un de leurs droits les plus fondamentaux, avoir une identité. Avoir une identité, c'est-à-dire un nom, un prénom, une date de naissance, un sexe et une nationalité reconnue par la loi. Autant de choses qui, dans un état de droit comme le nôtre, nous semblent évidentes, au point de nous faire oublier que ce n'est qu'à cette condition qu'une personne peut être titulaire de droit. Ce droit à l'identité, comme tout droit, n'est pas inné, mais institué. Il est établi par la Convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée en 1989, qui stipule en son article 7 que l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci droit à un nom, une nationalité, et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Pourtant, privé de ce droit le plus fondamental, duquel tous les autres dépendent, des millions d'enfants ne jouissent d'aucune reconnaissance légale. Leurs parents, leurs amis, leurs maîtres peuvent bien les connaître et les aimer. Ils n'ont pas d'existence légale au-delà de ce cercle restreint dans lequel ils sont condamnés à rester, duquel ils sont condamnés à dépendre. Mais qu'ils veuillent ou qu'ils doivent partir, que leurs proches viennent à disparaître d'un coup d'un seul, ils ne seront plus rien. Aux yeux du monde, ils n'existeront plus. C'est ainsi que des centaines de milliers d'enfants errent, travaillent et vivent en marge de la société sans aucun espoir de l'intégrer vraiment. Sans identité, c'est-à-dire sans protection légale, ils sont de la chair à exploitation. Condamnés à vivre, voire à périr, sous l'emprise de tous ces vautours, proxénètes, esclavagistes ou autres sergents recruteurs,
qui guettent des proies faciles pour en faire les victimes de leur avidité ou de leur perversité. Mais face à ce drame, les bons sentiments ne peuvent suffire. Il faut agir pour donner à ces enfants une identité, un état civil qui sera leur première protection pour la vie. Non pas suffisante sans doute, mais nécessaire pour pouvoir accéder à tous les autres droits. Je vous le redis, le droit à l'identité est essentiel, parce qu'à une réalité dite physique, il fait correspondre une réalité juridique qui fait de l'individu un sujet de droit. L'identité passe d'abord par l'identification de l'individu, parce que le monde d'aujourd'hui n'est plus celui de la proximité immédiate, familiale, villageoise, mais le vaste monde des États-nations et de la mobilité géographique. La reconnaissance concrète des pères et des proches ne peut plus suffire à protéger et à fortifier les individus. Il leur faut un état civil. Et par état civil, on entend non seulement le processus d'identification de l'individu, mais également l'institution, en général étatique, chargée de collecter, d'enregistrer et de classer les informations relatives aux personnes. Bref, avoir un état civil, c'est exister pour les autres, quels qu'ils soient. C'est être quelqu'un et non simplement quelque chose. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 l'exprime clairement dans son article 6, puisqu'elle proclame que chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. De ce droit découlent tous les autres. Vivre sans état civil, c'est être condamné à n'avoir accès ni à la santé, ni à l'éducation, ni aux services sociaux de base. Voilà pourquoi le droit à l'identité, le droit à un état civil, est bien le droit des droits. Et pourtant, je vous l'ai dit, on estime à plus de 230 millions le nombre d'enfants qui en sont privés dans le monde. Bien sûr, on ne peut pas imputer exclusivement cette situation à la mauvaise volonté des États. Certains facteurs expliquent plus que d'autres ce phénomène. La pauvreté, bien évidemment, parce que les actes juridiques ont un coût, fussent-ils modiques. L'éloignement des centres de registre d'état civil, ou encore le manque de fiabilité de l'administration dans de nombreux pays pauvres. À cela s'ajoute bien souvent le faible niveau d'éducation des parents, qui ne sont pas conscients de l'importance de cette démarche pour l'avenir de leur enfant. C'est cette ignorance, nous l'avons vu, qui a privé Moussa de l'avenir qui lui tendait les bras. Voilà pourquoi je viens devant vous plaider pour la création d'une agence mondiale de l'état civil qui, sous l'égide de l'ONU et grâce à la contribution des États membres, aurait pour double mission de financer et d'organiser des campagnes d'information sur l'importance de la déclaration de naissance, ainsi que d'aider les États à mettre en place, partout où ils sont absents, des dispensaires d'identité qui, à l'image des dispensaires médicaux, auraient pour mission d'apporter les premiers soins juridiques, ceux-là, à ceux qui manquent de tout. Et pour un enfant, l'un des premiers soins que l'on puisse lui prodiguer est sans nul doute de lui établir un acte de naissance. Il sera pour lui comme ce premier vêtement de droit dans lequel il sera emmailloté pour le protéger des rudesses de la vie. Ce à quoi je vous appelle donc, mesdames et messieurs, et à travers vous, ce à quoi j'appelle les États dont vous êtes les citoyens, c'est à déposer dans le berceau de tous les enfants du monde, non pas de la myrrhe et de l'encens, mais un acte de naissance. Un acte de naissance pour que la vie de Moussa et de ces millions d'enfants fantômes ne se brise pas sur le mur de l'invisibilité légale. Un acte de naissance pour que ce ne soit pas en vain que Moussa ait appris à réciter par cœur ces quelques vers de Victor Hugo. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs qui sont au bagne ne savent pas lire
et signe d'une croix. C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime. L'ignorance et la nuit, où commence l'abîme, où rampe la raison, où l'honnêteté périt. Je vous remercie.